Voilà. Bon, alors je ne sais pas toujours où je regarde, hein. Ilham, bonjour. Je te regarde. Est-ce que tu me vois te regarder en face là? Oui, là, Ok. pour moi, c'est OK. Et Tu me parfois je regardes en regarderai face. sur le côté pour te voir, mais voilà, ça va bouger un peu. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Ça Alors va? voilà, oui, bienvenue sur Réussir en beauté. Et je suis très contente de te recevoir parce que je ne te connais pas encore très bien. C'est pour ça que je t'invite sur la chaîne pour justement te connaître parce que tu es une très belle personne et j'ai envie d'en savoir plus. C'est tout. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et raconter qui tu es, voilà, comment on s'est connus, Ouais. si tu Ah oui, intéressant. Bah, déjà, bonjour Nadège, bonjour à vous, pour ceux qui regardent. Et merci, déjà merci à toi. Je suis contente de partager avec toi mon expérience, mes connaissances à ton public. Donc, merci de l'invitation. Et en plus, j'aime bien le nom de ta chaîne. J'ai bien aimé, tu Ah, vois, ouais, merci. réussir en beauté. Et voilà, ça montre bien qu'on peut réussir. Et on va parler peut-être de ça aujourd'hui. Donc, Ouais. alors, on s'est connus comment? Ben, c'est moi qui est venue en fait te solliciter. Donc, c'était Parce que j'avais sollicité des personnes ouais, comme ça. c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, j'ai découvert ta chaîne, j'ai découvert un peu ce que tu faisais. J'ai bien apprécié. Et je t'avais invité effectivement dans un de mes clubs pour que tu interviennes auprès de mon public sur la thématique de la joie. C'est là en fait que j'ai découvert. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait connaissance et je suis contente d'être maintenant de l'autre côté. Et c'est toi qui prends la relève. Donc, merci de ton invitation. Alors, qui je suis pour me présenter de façon, on va dire, synthétique. Donc, je me prénomme Ilham, comme tu as pu le dire. Donc, j'ai dans une semaine, même pas quelques jours, j'ai 42 ans. Tu vois. T'es une petite jeunette, t'es une petite jeunette. Ouais, je le savais, voilà, ouais, effectivement. On n'a pas encore la cinquantaine. Et voilà. J'ai 42 ans, je suis maman de 3 enfants, 3 filles plus précisément, et je vis en région parisienne, Paris, et j'exerce, donc là, voilà, j'exerce en tant que, j'ai différentes casquettes en fait dans ma pratique professionnelle. Donc, j'exerce en tant que psychologue, coach, conférencière, voilà, plein de petites casquettes parce que j'aime me former, je suis quelqu'un qui aime ça, j'aime comprendre l'humain. Depuis que je suis jeune, en fait, j'ai toujours été attirée par les sciences humaines, hein, d'où le fait que j'ai fait des études de psychologie et des études aussi de ressources humaines, pour te dire. Donc voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours attirée, comprendre l'autre, comprendre pourquoi il réagissait d'une certaine manière. Et voilà, c'est quelque chose, cette soif de connaissance, et voilà, ça fait partie de ma personnalité. Après, j'accompagne aujourd'hui les femmes. Alors, les femmes, celles qui veulent retrouver un épanouissement personnel, donc je les aide à booster, à développer plus d'estime, plus de confiance en elles et à retrouver plus de sérénité dans tous les domaines de leur vie. Parce que c'est possible d'être serein, c'est ce que tu montres, hein, dans tout ce que tu partages aussi, toi, Nadège. Donc, c'est aussi le message qui m'a inspirée, qui était très parlant, c'est qu'on a tout en fait pour être bien, tout pour être heureux, et c'est ça en fait que j'essaye de mettre en avant dans mes accompagnements. Donc, voilà, j'ai un accompagnement assez global qui allie le coaching et la thérapie, hein, parce qu'on a besoin d'aller en profondeur, mais en même temps, on a besoin aussi de se rebooster, d'atteindre des objectifs et d'aller dans les choses qui nous animent au quotidien. Donc, voilà, pour cela, moi, j'aide ces personnes-là à déployer leur potentiel, qu'elles se connectent à leurs ressources, hein, parce que souvent on est déconnecté à notre intérieur. Donc, je les aide à connecter à leurs ressources, je leur montre que tout est possible, parce que tout est possible. Pour moi, ça c'est un peu mon slogan. Pour moi, il n'y a pas de limite en fait. Je suis beaucoup dans ça, mon message. Et par cette occasion, j'ai créé, je suis aussi la fondatrice du premier congrès international de la confiance en soi, qui avait pour slogan ça, rendre l'impossible possible, pour montrer aux gens que tu peux partir de zéro, tu peux partir, voilà, tu peux avoir par exemple des freins, que ce soit des freins physiques, par exemple, un handicap ou quelque chose qui peut être perçu comme quelque chose de moins, mais tu peux vraiment
aller de l'avant et montrer que c'est que nous, en fait, nos propres limitations. Donc voilà, ce congrès, il avait comme objectif de montrer que tout était possible, mais en même temps de comprendre pourquoi on n'avait pas confiance en nous et pourquoi on ne s'estimait pas à notre juste valeur. Et voilà, à travers ce congrès qui était en ligne, j'en ai fait deux éditions, j'avais réuni des experts internationaux qui partageaient leurs connaissances, leur approche sur ces thématiques-là et à côté, bien sûr, le but, c'était que les gens repartaient avec quelque chose de concret. Voilà, des exercices, du contenu, des choses qui leur permettent d'aller de l'avant, mais de le faire. Voilà, donc ça, c'était pour montrer que tout est possible, tout simplement. Donc voilà. Après, les accompagnements en général, les personnes que j'accompagne, parce que je n'ai pas accompagné que des femmes au départ, je vais expliquer un peu son parcours. Donc après les accompagnements, elles sont plus épanouies, ces femmes-là, elles arrivent à oser, à être plus alignées avec elles-mêmes, elles arrivent à faire plus de choses dans leur vie, à être vraiment alignées avec leurs valeurs, trouver l'équilibre, parce qu'on cherche tous cet équilibre de vie, et surtout, elles ont une meilleure confiance et estime d'elles-mêmes. Donc voilà, ça c'est après le travail qu'elles font avec moi. Après, j'ai toujours, ça fait 15 ans que j'exerce, j'ai pas précisé, ça fait 15 ans, donc j'ai accompagné tout type de public, j'ai fait l'enfant, j'ai fait l'adolescent, je faisais de la thérapie familiale, de la thérapie de couple. Donc, j'ai vu un peu de façon globale l'humain dans tous ces systèmes-là. Et je me suis aperçue, c'est ce qui m'a fait aussi que je me suis intéressée à la thématique de la confiance en soi, je me suis aperçue que déjà, quand j'accompagnais les enfants, ce qui bloquait souvent, c'était les parents, en fait. Il y avait un problème, même si nous, on faisait le travail, et je pense que tu as dit, waouh, en tant qu'orthophoniste, ça te parle, en tant qu'orthophoniste, que, si on n'agit pas sur le parent, en fait, le travail ne se fait pas de façon fluide, bref. Donc, j'ai vu beaucoup de souffrance chez les parents, en fait, beaucoup lié à l'amour de soi, à l'estime de soi, et c'est pour ça que je voulais absolument les aider à travailler cet aspect-là, cette connaissance de soi, pouvoir vraiment avoir confiance dans leur parentalité, mais aussi en eux. Et petit à petit, j'ai constaté que souvent les thématiques, les problématiques qui étaient communes dans les personnes que j'accompagnais, que ce soit en thérapie ou en coaching, c'était souvent un manque d'estime et d'amour de soi. Et c'est pour ça que je me suis intéressée, moi-même étant passée aussi dans ce parcours très compliqué. Et donc, je me suis dit, non, il faut vraiment travailler. Moi, j'ai réussi à booster ma confiance, sachant que la confiance, c'est tout le temps. On devrait de confiance, il diminue, il augmente. C'est pour ça qu'on doit le travailler, en fait. C'est pas une fatalité. On peut développer cette confiance et cette estime de soi. Donc, moi, je suis passée par ce process parce que j'avais une estime de moi très, très basse étant jeune, ayant eu beaucoup de problématiques scolaires, même si j'ai fait des longues études, même si je me suis accrochée, j'ai compensé avec des capacités, on va dire, à côté, qui m'a permis d'aller de l'avant, mais et puis, je pense ma personnalité, le fait d'être persévérante, d'être avoir on va dire des atouts, des points forts, mais très tôt, je manquais vraiment d'estime, je me sentais différente des autres, je n'arrivais pas dans la sphère scolaire, ayant eu des troubles d'apprentissage, donc des troubles neurodéveloppementaux, donc j'ai plusieurs 10, notamment dyslexie, etc. Donc, ce qui fait que très tôt, moi, mon estime, elle était très, très basse. Après, à l'âge adulte, c'est un compte de l'imposteur, bref, tout ce qui va faire que, au départ, c'était très, très compliqué. Et j'ai développé ma confiance en moi, en fait, petit à petit, moi, très jeune, pas très jeune, mais dans la sphère extrascolaire. En fait, j'ai travaillé très jeune, c'est ça que je voulais dire. J'ai travaillé dès l'âge de 14 ans. Voilà, je suis quelqu'un, je suis assez... je suis beaucoup dans l'énergie masculine, moi. D'accord. Action. Même si j'essaie de réguler, mais pour faire court, en fait, j'ai pu développer cette confiance et cette estime de moi dans cette sphère-là parce qu'on m'a laissé, on a cru en ma capacité à faire. Très tôt, j'ai commencé à travailler dans les marchés, j'ai fait du babysitting, petit. J'ai travaillé en fait dans différents secteurs jusqu'à mes études quand j'étais étudiante. J'ai toujours travaillé en fait, donc j'avais besoin, toujours de faire. Et en fait, c'est dans ce milieu-là, dans l'extrascolaire, que j'ai commencé à prendre confiance en moi, à voir que j'avais des feedbacks positifs, que moi, je voyais que je réussissais, contrairement à ce qui se passait à l'école où je luttais, j'utilisais beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Au départ, c'était très difficile, surtout que j'ai beaucoup compensé, en fait. Je me suis suradaptée parce que je n'avais pas d'aménagement, je cachais, en fait. J'ai caché au collège, j'ai caché au lycée, à la fac, que j'étais, j'avais ces difficultés. Et donc, j'ai compensé, d'où ce syndrome qui s'exprime souvent, etc. Parce que j'ai toujours en mode
contrôle. Et ça peut être compliqué. Et bon, je travaille sur moi, je travaille encore sur moi, et ça, c'est important de le dire. Donc, très tôt, moi, j'ai développé ma confiance à ce niveau. Et c'est ça, en fait. Donc, je suis passée par certains process que là, aujourd'hui, j'accompagne les gens vraiment à aller de l'avant et comprendre. Donc, je comprends quand les gens manquent de confiance en eux, quand ils sont mal à l'aise dans un groupe, quand ils n'osent pas parler ou passer même devant quelqu'un, etc. Bah, c'est des choses que moi, j'avais à un moment donné dans mon parcours. Et donc, voilà, je ressens un peu je peux ressentir leur douleur, mais c'est pas une fatalité, on peut y arriver. Je suis la preuve. En gros, voilà, pour faire court sur mon parcours. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Alors, je vais essayer de je parle beaucoup, ça. Encore, j'écoute, hein, c'est mon métier, mais à un moment, voilà, quand j'ai envie de partager. Quand c'est ton tour, c'est ton tour. Alors, donc, si je récapitule, tu es à la fois thérapeute, psychologue. Psychologue, ouais. Et à la fois coach. Tout à fait. Hein, d'accord. Et tu coaches quel genre de personnes? Surtout les femmes. Ce que je disais, les femmes, parce qu'elles sont au centre de tout. D'accord, mais des femmes de tout milieu. Alors, les femmes qui veulent vraiment retrouver un épanouissement, qui en ont marre de subir, qui veulent booster leur confiance, qui veulent du changement dans leur vie. Donc, voilà, que ce soit entrepreneuse ou que ce soit femme au foyer, voilà. Donc, ça, c'est vraiment ma cible principale. Et à côté, bien sûr, mais ça, je ne le dis pas forcément, j'accompagne aussi les dirigeants d'entreprise, mais plutôt les hommes. Parce que les hommes aussi ont beaucoup de blocages. Des fois aussi, ils sont aussi dans ce syndrome de l'imposteur ou même des blocages liés à pas mal de choses. Et là, voilà, je les accompagne plutôt pour éviter le burn-out. Moi, je suis aussi spécialisée dans le site du travail parce que j'ai plusieurs casquettes. Voilà, mais ça, c'est vraiment pour les personnes. Et souvent, les hommes n'osent pas trop, contrairement à une femme. Hein, on voit les hommes sont beaucoup en souffrance et contiennent beaucoup, en fait. Donc, voilà, ça, c'est une chose que j'aimerais encore plus développer sur cette année 2022, vraiment aider les dirigeants, parce que là, c'est que les dirigeants en général, ils ont leur propre boîte, ou ils ont des postes à responsabilité, et ça, j'aime bien parce que ça me challenge, et en même temps, j'arrive à trouver les petites failles pour les travailler, et ça, j'aime bien ça, tu vois, mettre des mots. Un de mes dons, c'est ça, c'est faire les liens. Je suis quelqu'un qui arrive facilement à faire des liens. Je pense que c'est aussi par rapport à ma structure neurologue. Hein. Un liste, il n'a pas fonctionné comme quelqu'un lambda, et c'est important de le dire, et ça a été prouvé même scientifiquement et tout ça. Mais j'aime bien mettre, et ça c'est quelque chose aussi, un don, et je pense qu'on pourra en parler de ça, de connaître ses dons et puis ses compétences. Et j'aime bien, j'arrive à mettre les mots MOT sur les mots des gens, en fait, des douleurs, etc. Tout de suite, j'arrive à déceler ça. Je le fais naturellement de façon instinctive. Et je le fais aussi beaucoup avec ces hommes-là. Mais sinon, ma cible principale, c'est vraiment les femmes. Mais tu disais qu'ils avaient du mal à se livrer. Donc, comment tu fais pour les trouver, ces fameux hommes, alors? Petit à petit, en ayant des stratégies, en fait. De prospection? Voilà, c'est de l'introspection. Je les aide beaucoup dans la connaissance. Non, pardon, tu fais de la prospection? Alors, la prospection. Non, en fait, c'est bouche à oreille, en fait. D'accord. En général, c'est soit les maris des femmes que j'ai accompagnées, ou c'est bouche à oreille, quand un expert parle de moi, etc. Et, voilà, en général. Mais là, voilà, il faut que j'en parle. Je pense que je dois travailler ça aussi, la visibilité à ce niveau-là, pour aider encore plus d'hommes. Mais bon, la femme, c'est le socle de tout, hein, parce que la femme, elle est au cœur de notre système, d'un foyer. Elle est, comme on dit, derrière un homme, il y a toujours une femme. Donc, vraiment, la femme, elle porte pas mal de choses et je sais qu'elle est beaucoup en souffrance et c'est pour ça que j'aimerais bien, je sais pas que j'aimerais bien, je l'accompagne depuis 15 ans. Il y a plein de questions qui me sont venues pendant que tu parlais. Et par exemple, tu m'avais parlé aussi à un moment donné d'art-thérapie. Tu n'as pas parlé de ça, là? Oui, c'est des outils, ça. Moi, je suis aussi art thérapeute. Je dis pas tout parce que je suis aussi kinésiologue. Bref, je fais plein de petites choses. Ouais, moi, c'est pareil. Moi, j'ai plein de casquettes aussi. Et voilà. Quand je dis coach de joie, pour moi, ça veut tout dire, mais les gens ne savent pas ce qu'il y a dessous. Pas toujours. Moi, c'est des outils, en fait. Je me dis, c'est un trousseau de clés. Et quand, voilà, je m'adapte à la personne que j'ai en face. Et c'est pour ça que je me forme beaucoup. J'aime déjà, moi, pour me connaître, pour bien me connaître et puis, voilà, tester des choses. Et en même temps, pour apporter à l'autre. Je suis beaucoup dans ça. Après, c'est une approche holistique. Oui. J'ai une approche globale et mes accompagnements sont aussi axés sur ça. En fait. C'est vraiment 360 degrés, j'aborde tout en général parce qu'on est plusieurs choses en fait. Il y a plusieurs dimensions. Si j'ai bien compris, donc actuellement en thérapie ou en coaching, tu n'as que des femmes ou des hommes, pas des enfants? Tu ne travailles plus avec les enfants? Non, j'ai arrêté les enfants. Non. D'accord. Comme je te disais tout à l'heure, à un moment donné, ça bloque en fait. Ça bloque parce qu'il n'y a pas de suivi tant que le parent
ne travaille pas sur lui et ne prend pas conscience, en fait, qu'il y a des automatismes, qu'il y a des blessures qui se projettent chez l'enfant, il y a du manque de confiance. Il y a plein de choses déjà à travailler pour pouvoir se nettoyer, pour pouvoir après être dans une relation plus saine. Voilà, parce que en général, l'enfant n'est qu'un symptôme de ce qui se passe dans le compagnie et des parents. Mais c'est ce que j'ai raconté dans mon livre, Les secrets de la réussite scolaire, que j'avais voulu un jour faire la somme de tout ce que j'avais appris pendant 20 ans quand même déjà. Et un jour, je me suis posée, j'ai écrit ça pendant 8 mois, j'ai tout posé, tout ce que je disais aux parents, aux patients, tout ce que j'avais appris, tout ce qui était holistique aussi, hein, parce que on m'avait beaucoup critiqué parce que j'avais parlé de méditation sur la réussite scolaire, donc tu vois, la méditation alors que c'est connu, que ça travaille sur le cerveau, sur l'harmonisation, etc. Mais voilà, j'apportais tous ces éléments-là en me disant, bon, il y a peut-être des gens justement qui ne vont pas aller frapper à la porte d'une psychologue ou d'une thérapeute ou d'une orthophoniste, mais qui pourraient peut-être aller discrètement aller trouver un livre, une information et lire quelque chose et s'en servir après pour justement se nourrir et commencer à faire le job, on va dire. C'est ce que j'avais en tête. C'est très bien. Franchement, c'est très bien. Et en plus, j'ai aussi cet objectif. Depuis 2 ans, en fait, et là, il faut que je le finalise, c'est mon objectif des mois qui arrivent là. Je suis sur l'écriture d'un livre depuis 2 ans, en fait, sur ça, en fait, sur la confiance des parents. Donc, je suis en train de le finaliser. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté des choses, comme tu as pu toi aussi le voir en séance, en consultation, c'est que beaucoup, ces parents sont désarmés et ne se connaissent pas, en fait. Donc, le livre que je suis en train de finaliser, c'est sur la confiance des parents. En fait, on est beaucoup, et c'est ça aussi qui m'interpelle, même sur le marché, hein, sur le marché, on est beaucoup sur développer la confiance de l'enfant, mais on oublie en fait les parents. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, je dois en avoir qu'un seul que j'ai trouvé sur le marché. Ça fait 2 ans que là, pourquoi je le finisse ? Et je sais que ça pourrait aider énormément, comme tu as dit, ceux qui ne peuvent pas venir franchir parce qu'il y a des peurs, il y a plein de croyances, des peurs. Donc, trouver cet outil, ce livre qui puisse toucher le maximum de parents. Avant même d'être parent, on est un individu. Et le but de ce livre, c'est vraiment travailler son développement personnel, se comprendre, travailler ses blessures. Voilà, c'est un livre dit de coaching un peu, qui permet de mieux comprendre, de donner des outils concrets et vraiment d'aller vers une parentalité plus sereine pour soi, et en même temps de mieux comprendre son enfant, etc. Donc voilà, ça va être vraiment, c'est un combiné et là, il faut vraiment que je finalise ça parce que ça me tient à cœur, comme tu as pu le faire toi, pour ton livre, qui a cet objectif aussi d'aider le maximum de gens, notamment ces parents-là. Et oui, parce que les gens oublient que ce qu'on a au fond de soi, on le transmet forcément. Tout à fait. Donc, les enfants, ils ont peut-être une chance maintenant parce qu'on parle de plus en plus de confiance en soi dans le milieu scolaire même, un petit peu. Mais les parents qui ont déjà subi des choses, qui ont déjà eu leurs acquis, leur routine, leurs habitudes, ils ont du mal parfois dans certains milieux à aller faire la démarche. Donc, c'est vrai que c'est bien de penser à eux. J'ai dit tout à fait. Donc, ça va être une facilité, en fait. Ça veut dire que ça va aider et puis, on le voit maintenant, depuis qu'il y a eu cette crise sanitaire, le confinement, le Covid et le confinement, c'est pareil. Les gens sont plus orientés. On a vu que le taux des livres en développement personnel a explosé ces 2 dernières années. Pourquoi ? Parce que les gens s'intéressent de plus en plus à soi, la connaissance. On revient vers soi, en fait, de plus en plus. Donc, c'est aidant. Il serait temps parce que c'est sûr que quand on est pauvre, quand il y a trop de choses qui sont mal nourries à l'intérieur, ça se ressent à l'extérieur. Et si après les gens se plaignent de tellement de choses à l'extérieur, dans la vie sociale, politique, tout ce qu'on veut, mais c'est juste les fruits de ce qu'on n'a pas réglé à l'intérieur. Tout à fait. C'est le reflet, ce qu'on dit justement, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est important de travailler, d'où la nécessité de travailler sur soi. Moi, je suis beaucoup dans ça, je pousse les gens vraiment, dans tout ce que je partage, dans les réseaux, dans tout ce que je partage au quotidien, c'est d'amener les gens à comprendre qu'à un moment donné, c'est bien beau de lire des bouquins, c'est bien beau de regarder des vidéos, c'est bien beau aussi de regarder des interviews, tout ce qu'on partage là, mais il faut aller faire vraiment un travail individuel. Et même nous, en tant que thérapeute, au fait, moi, je le fais tout le temps. Je travaille toujours sur cet aspect-là parce qu'on a besoin d'être accompagné, d'être coaché. Moi, j'ai plusieurs coachs, j'ai une thérapeute, j'ai une hypnothérapeute. On a besoin, en fait. Et ça, c'est important de l'intégrer,
on peut demander de l'aide et c'est pas forcément que de l'aide, c'est aussi, ça nous permet de vous accomplir en fait, de grandir, de vous développer. Donc, on a besoin d'avoir un regard extérieur, qu'il y ait un professionnel, quelqu'un qui fasse écho parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément visibles ou conscientisées, notamment tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Donc, on a besoin vraiment, si on veut s'accroître et se développer et être bien heureux dans sa vie, à un moment donné, il faut passer par les mains de, voilà, il faut se booster par quelqu'un, il faut voilà, qu'il y ait quelqu'un qui nous fasse écho de ce qui on est, en fait, tout simplement. Je suis d'accord, mais je vais encore me modérer. Je t'avais déjà parlé de ça parce que tu sais que moi, j'ai fait très attention depuis que comme j'ai vécu dans une religion un petit peu, j'allais dire presque sectaire, qui te donne des rails pour réfléchir. Je dis, tu dois choisir ta boucle d'oreille ou si tu dois porter des boucles d'oreilles, tu regardes le livre. Non, non, non. Et donc, c'est vrai, j'ai eu tendance, moi, justement à développer ma personnalité autonome. C'est vrai que je me sers des exemples des gens que j'admire, etc. Mais je garde toujours en moi cette idée, je demande juste conseil, mais je ne suis pas adepte de cette personne. Tu vois, j'ai toujours ce côté, ce regard-là. Et à la fois aussi, je me dis qu'il y a aussi un outil que j'ai appris en coaching qui peut être simple quand on n'a pas trop envie d'aller demander à l'autre. C'est que tu regardes autour de toi, tu regardes dans ta vie, tous les domaines de ta vie. Et normalement, si tu arrives à te poser, au moins faire ça, te poser pour regarder les domaines de ta vie et les regarder vraiment comme si tu les voyais pour la première fois. Et là, tu dis commencer. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas? Et à partir de là, tu as déjà un bel outil de connaissance de soi et de dire, ah ben, je pars de là, où est-ce que je veux aller maintenant? Et c'est en regardant comment est ta vie dans le moment présent que tu peux savoir ce que tu peux changer pour le futur. Tout à fait, tout à fait. Je te rejoins à 100%. Effectivement, c'est un peu un état des lieux. Déjà, c'est la première des étapes. C'est ça. Tant que tu ne fais pas cet état des lieux, tu peux pas, en fait, on ne peut pas changer tant que on ne sait pas ce qui a changé, en fait. Donc, là, le fait de montrer est-ce que tu es satisfaite, qu'est-ce que tu en es dans ces domaines, tout à fait. C'est en plus quelque chose aussi que je donne aussi à faire souvent et que je fais moi aussi moi-même. Oui, oui. Il faut le faire régulièrement. Hein. Voilà, ouais. Parce qu'on part très vite en mode automatique. Hein, donc, c'est l'humain. Hein, mais c'est ça. Mais arriver justement, c'est ce que j'aime bien enfin, moi, je ne suis pas pour les mots, mais je pense que c'est comme ça qu'on dit dans la pleine conscience. J'en parlais déjà en 2009 dans le livre. La pleine conscience, c'est que tu es, à chaque instant, tu es l'observateur et en même temps l'acteur. Tu observes ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu es, et en même temps, tu le fais. Et avoir au moins cette double personnalité de se regarder, de s'observer, et à chaque fois de se corriger, de corriger le tir s'il faut ou pas. Et ça permet déjà d'avancer en plus en pleine conscience, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, on ne prend pas ce temps. Déjà, on ne sait pas le faire parce qu'on ne nous a pas appris à le faire. Et on va pas prendre ce temps. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas se prioriser. Ça, souvent, il y a cette problématique que moi j'ai remarqué, je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais je pense, hein, c'est que l'être humain, il est tellement dans la course effrénée du quotidien qu'il n'arrive pas à se poser parce qu'il ne nous a pas appris. Il y a toujours l'enfant, hein, très tôt, c'est dépêche-toi, il y a l'école de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, c'est toujours ces habitudes, ce rituel qu'on n'a pas. Arrivé dans le monde du travail, il sort de l'école pour rentrer dans le monde du travail. Dans le travail, pareil. Il faut performer, il faut faire, etc. On attend le week-end pour être en repos. Donc, on a pris ce rythme, on a été formaté comme ça, en fait. Mais à un moment donné, on commence là à déprogrammer tout ça, à comprendre que c'est un conformisme et que des fois, on n'a pas envie d'être dans ce conformisme, dans cette case. Et c'est important d'apprendre parce qu'on ne nous a pas appris. Donc, déjà, ça, c'est un frein. Donc, c'est pas de notre faute, hein, faut aussi le dire, mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Plus on arrive donc il y a des outils, comme tu as dit, là, sur la roue de la vie, etc., ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui nous permettent, comme la pleine conscience, à nous poser, à faire pause dans notre quotidien. Il y a le Miracle Morning, là, qui est à la mode, parce que mais ça, c'est quoi? C'est simplement un temps pour soi, en fait. Un temps pour se poser des bonnes questions, où je veux aller, qu'est-ce que je vais mettre en place dans la journée, qu'est-ce qui est bon pour moi, avoir ce temps de silence. Et ce temps de silence, il est vraiment important parce que ça permet de faire cette introspection, ça permet déjà d'écouter ce qui se passe dans le corps. En fait, il y a plein de bénéfices, mais pour ça, c'est de prendre conscience que c'est important
pour notre équilibre psychique, physique et émotionnel, hein, d'avoir ces moments de pause. Ouais, voilà. Moi, je suis beaucoup aussi dans ça. J'aime bien se faire comprendre aux gens et puis moi aussi, je le fais. J'aime bien être seule aussi. Pourtant, je suis quelqu'un de social, mais j'aime bien être chez moi, dans mon petit confort. J'aime pas qu'on me dérange. Mais pourtant, tu vas voir, hein, quand tu me vois, je fais pas mal de choses, mais je peux être aussi introvertie parfois et j'ai besoin là, de me ressourcer. Et là, j'ai remarqué, plus j'avance dans l'âge, plus j'ai besoin en fait de ça. J'ai besoin, voilà. Et puis, je suis quelqu'un aussi qui peut faire des choses toute seule. Il y a des fois, les gens sont étonnés, les copines, je sais pas si ça te parle. Quand je leur dis, bah, moi, je peux faire un resto, je vais au cinéma toute seule, ou quand je vais faire du sport, je fais toute seule, voilà, j'aime faire ça. Et en fait, il y a des personnes, malheureusement, et je le vois aussi dans les personnes que j'accompagne, qui n'aiment pas la solitude, qui ont peur de la solitude, qui ont peur de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc déjà, un des conseils, je suis déjà dans le conseil, ne change pas. Voilà, un des conseils que je partagerais, c'est déjà d'apprendre, déjà de voir qu'est-ce que vous aimez faire. Parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on aime. Et ça, tu vois, le fait de ne pas se poser et de pas, comment te dire, de pas se centrer tellement qu'on ait l'habitude de faire plaisir aux autres, d'être tourné vers les autres, certaines personnalités, mais aussi voilà, certains conditionnements, certaines drivers qui fait que souvent, on va vouloir être beaucoup dans l'extérieur et on se dit. Et ça peut être un frein pour savoir qu'est-ce qu'on aime dans la vie, qu'est-ce qu'on veut tout simplement en fait. Quel sens qu'on donne dans notre vie. Des fois, certaines personnes n'ont pas la réponse. En fait. Pourquoi? C'est ce qu'on avait dit ensemble la dernière fois, là, en parlant de la joie. Hein. Parce que, comment tu peux être joyeux quand tu ne sais même pas ce que tu aimes? C'est compliqué. Tout à fait. Donc, on ne se pose pas forcément ces questions parce qu'on ne les a jamais posées. C'est vraiment, voilà, on est tellement occupé à vouloir faire, on est beaucoup dans le faire. Donc, on ne trouve pas le temps de se poser pour soi. C'est ce qu'on disait. Donc, c'est déjà un des conseils, c'est de voir dans votre quotidien, dans votre planning de la semaine, à quel moment vous pouvez avoir des pauses. C'est-à-dire, autorisez-vous, c'est surtout l'autorisation. On parle aussi de responsabilité, tu disais la dernière fois, effectivement, sur la joie, mais c'est de s'autoriser à se dire, j'ai le droit de prendre du temps pour moi. Que je sois maman, que je sois, je sais pas, fille d'un de mes parents qui est peut-être malade, qui a des problèmes de santé, je dois toujours m'occuper d'eux, etc. Là, je m'oublie en fait. Alors que c'est important de comprendre que lorsque vous allez vous poser, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin aussi des autres, mieux que, voilà. Donc, on a besoin, à un moment, même notre cerveau, tu vois, notre cerveau, toi, en tant qu'orthophoniste, tu sais, qu'à un moment, le cerveau, il a besoin aussi d'emmagasiner, il a des moments de coupure, en fait, pour avoir des pauses, pour se recharger, etc. Donc, on a besoin, en fait, de s'arrêter pour ne pas être dans cet automatisme. C'est-à-dire que, voilà, et pour ça, c'est déjà de s'autoriser. Le conseil que je vous donnerais, c'est d'apprendre à vous autoriser, parce que c'est pas facile pour tout le monde, à s'autoriser à mettre dans votre planning de la semaine, de noter, comme si c'était sur votre agenda, un rendez-vous avec vous-même. Et de vous dire, voilà, là, je vais faire une pause. Ça peut être un quart d'heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, mais vraiment, vous faites des choses que pour vous. Vous faites vraiment cette pause et de voir qu'est-ce qui vous apporte effectivement de la joie, qu'est-ce qui vous apporte du bien-être, qu'est-ce que vous aimez faire. C'est-à-dire des choses seules, c'est-à-dire, voilà, je sais pas, ça peut être foot, ça peut être lire un livre, ça peut être du sport, ça peut être, voilà, quelles sont des activités extérieures, donc de faire une petite liste, toujours à l'écrit, parce que l'écrit permet de conscientiser, il y a beaucoup de bénéfices lorsqu'on passe par l'écrit. Donc, d'essayer de noter au moins 5 choses. Là, l'exercice que je peux vous donner, c'est 5 choses que j'aime, par exemple, 5 choses, par exemple, dans le domaine du sport, 5 choses que je peux faire par une activité extérieure, ça peut aller, je ne sais pas, aller me promener en forêt, 5 choses que je peux faire avec des amis, c'est-à-dire aussi la relation sociale. On est des êtres sociaux, donc on a besoin aussi d'être dans la relation à l'autre. On a besoin de se nourrir de l'autre, comme on fait là, on échange entre nous. On a besoin, tu vois, qu'est-ce que j'aime faire aussi, par exemple, dans la sphère professionnelle, parce que des fois, dans la sphère professionnelle, aussi, on a aussi, tu vois, il y a des personnes qui ont besoin de se stimuler intellectuellement. Moi, je sais que j'ai besoin, voilà, d'apprendre de nouvelles choses. Je ne peux pas rester à ne rien faire, ça apprendre, informer. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, c'est toutes ces petites choses et bien sûr, 5 choses que je peux faire seule, toute seule. Et ça peut être un peu compliqué. Mais voilà. Après, en famille aussi, j'ai oublié la famille. Voilà, d'essayer de lister tout ce qui pourrait vous permettre d'être en pause et en même temps de développer ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce que vous aimez, en fait. Et quand vous allez commencer à faire des choses que vous aimez, là, vous allez
plus connecté à ce qui se passe à l'intérieur, notamment à ressentir des émotions dont on parlait la dernière fois. Puis, la joie avec des choses agréables pour soi. Et ça va vous donner envie de le faire tout le temps, en fait. Et là, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver un pays et en même temps, et vous allez être moins stressé, en fait, sur le quotidien, moins stressé sur la vie. Et en même temps, vous allez commencer à mettre des habitudes, en fait, en place. Et ça va devenir après des automatismes, en fait. Ça va être intégré comme habitude et tout. Donc déjà, je pense que et puis, en plus, ce qui va vous permettre aussi de prendre confiance en vous. Parce que la confiance en soi, c'est de trouver cet équilibre entre ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour les autres, et d'apprendre à m'affirmer dans mes choix. L'affirmation de soi, elle fait partie aussi de la confiance en soi, c'est un peu l'estime de soi en action. Donc, le fait que quand on va commencer à dire ce qu'on aime, s'autoriser à mettre des temps pour soi, tout ça, on travaille quoi quand on travaille la confiance, l'estime de soi, on se donne de la valeur, on se donne de l'amour, parce qu'on fait des choses pour nous et des choses qui est en lien avec notre identité, à ce qu'on est en tant qu'individu. Et petit à petit, ça permet vraiment de gagner en confiance, de s'estimer, de prendre ce temps, c'est du respect en fait pour soi. Hein. Donc voilà, moi je pense que déjà ça peut vraiment aider la personne à trouver cet équilibre et cette confiance. Ouais. C'est un long chemin, je dirais, parce que même moi, je sais que j'ai fait beaucoup de choses. Entre autres, tu me fais penser au livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Oui, qui m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, c'est grâce à celui que j'ai écrit mon livre Les secrets de la réussite scolaire, parce que je m'étais autorisée à faire quelque chose de ce que j'avais là en moi. C'était pas encore la vraie créativité parce que c'était juste un livre pour moi, parce que moi j'ai beaucoup d'autres outils de créativité, mais ça m'a quand même beaucoup aidée et elle parlait justement de prendre du temps pour soi. C'était déjà un beau livre pour ça aussi. Hein. Mais après, ça va creuser parfois sur des choses bien plus anciennes, plus profondes, comme sur l'estime de soi, le fait que tu te sentes vraiment nul. Hein. Moi, je me sentais. Il y a des gens dans mon milieu qui auraient pensé que j'avais une super personnalité, mais en fait, au fond de moi, j'avais vraiment beaucoup de blessures. Et pendant que je travaillais, je découvrais aussi ces blessures en même temps. Donc, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours aussi rapide à faire. Je te rejoins 100%. Là, tout ce que je dis, c'est pour ça que j'ai parlé d'apprendre. C'est ça. pour ça que c'est pas facile, c'est d'apprendre. C'est pas un automatisme. Et effectivement, lorsqu'il y a des blessures, on va parler des blessures parce que ça, c'est important. J'ai été dans ce process, je le suis encore parce qu'il y a des automatismes, des choses inconscientes qui viennent nous parasiter, et notamment ces fameuses blessures. Donc, on a nos traumatismes, on a nos blessures, les différentes blessures de l'âme qui se sont construites. Il y a notre histoire de vie. En fait, c'est de prendre en compte, d'où la nécessité, en fait, d'être aidé, d'être accompagné, parce que seul, on ne peut pas. Et ça, c'est important. Après, bien sûr, de ne pas donner la toute-puissance aux professionnels. Et je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, je ne vais pas rebondir. Et effectivement, le but, c'est qu'on a toutes les ressources en nous, en fait. Mais on a besoin, des fois, d'avoir des déclencheurs pour pouvoir se connecter et voir qu'est-ce qui fait blocage. C'est-à-dire que, effectivement, ça va être souvent les couches, les fameuses couches qu'on porte, ces fameux masques qu'on porte, parce qu'on a plusieurs facettes dans notre personnalité. Et le fait de les comprendre, ces facettes, qu'est-ce qui fait que des fois on est en résistance, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on veut faire quelque chose, mais on va procrastiner, qu'est-ce qui fait que des fois, il y a des choses qui peuvent être difficiles alors qu'on le veut vraiment au profond de nous, mais on n'arrive pas à aller de l'avant. Nous, c'est ça en fait, c'est d'essayer de comprendre quelles sont ces couches-là qui bloquent, qui nous auto-sabotent, et pour vraiment aller vers quelque chose qui va nous amener vers quelque chose de plus grand, de plus confiant, de plus sécuritaire. Parce que c'est ça, en fait, la confiance en soi, c'est d'être en sécurité. On n'est pas forcément en sécurité dans tous les domaines, dans toutes les choses. Et cette confiance en soi, elle se gagne aussi, elle est situationnelle. On peut être très bien être en confiance et bien s'estimer, on va dire, dans le domaine professionnel et pas du tout dans le domaine perso. Comme tu as dit, derrière, on ne voit pas. Après, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de signes trompeurs dans la confiance en soi, dans l'estime de soi. Souvent, tu vas voir des personnes, tu penses qu'elles ont confiance en elles, etc., mais à l'intérieur, ça boue, elles ne sont pas bien, etc. Donc, tu vas avoir différents signes, en fait, dans ce manque de confiance. Il y a des personnes qui vont déjà, on va porter des masques. On va pas montrer, donc le masque contrôlant, tu vois. Moi, j'étais beaucoup dans ça. Moi, je suis beaucoup dans ça. Parce que comme je l'ai pris, ces automatismes, je l'avais très tôt, moi.
parce que je cachais tout ça quand j'étais toute petite. Donc, donc, on va porter des masques, on va pas pouvoir, et on va penser que la personne, les personnes qui vont avoir un certain charisme, etc. Donc, en fait, c'est très insidieux les signes de manque de confiance. Ça va être des personnes qui vont beaucoup se comparer. Des fois, quand tu te compares, et ça, c'est signe de manque de confiance, mais c'est surtout chose à ne pas faire. On est tous différents, et ça, c'est déjà, je te donnerai aussi ce conseil-là, c'est d'arrêter de vous comparer, arrêter de vous sous-estimer, dire lui, il est mieux que moi, je suis nul, j'y arriverai pas. Tu vois, toutes ces phrases toxiques pour soi, de se dire que, voilà, la personne, elle arrivait peut-être à un stade, mais elle a cheminé. C'est-à-dire que là, c'est le résultat que tu vois. Mais derrière, il y a eu, voilà, ce qui était en profondeur, dans l'iceberg de la réussite, c'est que la personne, voilà, elle est passée par des étapes. C'est pareil, on passe tous par des étapes. On n'arrive pas comme ça à un résultat. C'est qu'on chemine, il y a eu des échecs, il y a eu des obstacles, etc. Et c'est ça, et c'est ce qui va faire qu'on va se fortifier. C'est ce qui va faire qu'on va regagner en confiance, ce qui va faire qu'on va mieux se comprendre, mieux s'accepter aussi. Donc, c'est de comprendre qu'on ne peut pas à chaque fois se comparer. Il ne faut pas se comparer. On peut se comparer lorsque la personne, ça peut être un mentor, quelqu'un qui va nous inspirer, dire, voilà, elle est passée par ce process, j'ai vu que, voilà, j'aimerais être comme elle parce que je veux atteindre aussi peut-être un objectif peut-être qui est commun, mais tout en étant soi. L'autre n'est pas toi. C'est-à-dire que même si elle t'inspire, cette personne, voilà, mais je vais pas être dans je vais être dans l'inspiration et non dans la comparaison. Donc, comparer, ça sert à rien, déjà. Ça va plus vous créer des émotions désagréables, ça va être plus freinant pour vous, paralysant qu'autre chose. Donc déjà, ça parce qu'on est tous différents, on a tous une histoire différente, voilà. Et on part pas de la même base, en fait. Donc le process sera différent d'une personne à l'autre. Donc ça, c'est un signe de manque de confiance, tu vois, se comparer. Aussi de ne pas mériter des choses positives dans notre vie, tu vois, quand tu as le syndrome de l'imposteur de dire « Ah, c'est par hasard, oh bah, voilà. » Donc moi, j'étais beaucoup aussi dans ça, de dire voilà, oui, j'ai réussi, mais est-ce qu'ils sont sûrs parce que je suis pas sûre que j'ai eu ça comme note, tu vois, j'étais beaucoup dans ça. Je me suis dit, même quand j'ai eu mon bac, je dis attends, comment ça se fait que j'ai eu mon écho, c'est milliard. Après, quand j'ai eu mon diplôme de psy, j'ai eu mention, j'ai dit non, je me suis trompée, j'étais persuadée qu'il y avait une faille. J'étais en train de regarder mes notes, etc. Tu vois, pour te dire tellement, c'était mon syndrome de l'imposteur, il était vraiment bien ancré. Et voilà, et même dans les débuts, tu vois, quand j'ai commencé, ça, j'ai jamais dit, hein, voilà, tu vas être la première où je partage un peu de moi, même si c'est difficile hein, pour moi. C'était difficile de parler de soi, tu vois, quand tu es psy, etc. En général, tu écoutes les gens, tu ne montres pas. Bon, après, avec les réseaux, le fait de partager, parce que voilà, je suis dans le sens que je donne moi à ma vie, hein, c'est d'aider l'autre. Donc, je pense que le fait de parler de soi, ça aide énormément, hein, ça fait écho. Donc, je suis beaucoup maintenant dans ça. Mais au départ, c'était difficile. Hein. Je suis quelqu'un qui, quand on est contrôlant, on a le masque contrôlant et quand on les a, on ne peut pas montrer ses failles. Tu vois, moi, j'étais beaucoup dans ça. Et puis, je suis beaucoup dans un caractère fort. Tu vois, je suis issue d'une fratrie de 3 enfants et je suis la seule fille au milieu de 2 garçons. Je suis l'enfant du milieu, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup dans ma énergie masculine. Donc, je ne montre pas forcément ma vulnérabilité. Et là, le fait d'avoir travaillé sur moi, etc., je commence, mais ça reste, voilà, des fois, ça peut être difficile. Donc là, quand je parle de ce que je voulais te partager, c'est qu'au départ, toi, quand je étais psy, des fois, je n'osais pas dire que j'étais psy, en fait. J'étais quand on va me donner des questions, ils vont me dire, toi, dans les débuts, quand tu sors de là, et comme moi, j'avais ce syndrome de l'imposteur, plus moi, je n'étais pas sûre que, j'ai dit, ils se sont trompés. Quand ils m'ont donné mon diplôme, tu vois, là, il y a un problème. Je voyais que mes copines qui cartonnaient dans l'année, qui avaient des bonnes notes, etc., elles avaient pas eu la mention, etc. Et moi, j'ai eu, alors que moi, c'était juste, je travaillais beaucoup pour peu de notes. J'avais même des dossiers où j'ai dû recommencer 2 fois parce que c'était bourré trop d'orthographe, parce que comme j'ai une dysorthographie, orthographie, donc c'était très compliqué. Je me suis dit jamais. Donc, tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup douté de moi. Donc, et c'était pareil dans les débuts. Quand on me disait, je n'osais pas trop dire que j'étais psy, je dis oui, j'accompagne les gens, mais je disais pas, tu vois, j'avais peur qu'on me décèle le truc, tu vois. Alors voilà. Donc après, avec un travail, c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'être aidé, d'être accompagné, ça permet après de mieux gérer ce syndrome de l'imposteur, de le switcher quand il faut le switcher. Mais voilà, donc le fait de ne pas croire mériter les choses positives dans sa vie, ça c'est un signe de manque de confiance, tu vois. Le fait de s'excuser, il y a des personnes, tu vois, quand tu dis s'excuser, il y a des gens souvent qui disent désolé, excusez-moi, alors que
Il Bien sûr. s'excuse. C'est pas, je sais pas si tu as remarqué, souvent on va croire que c'est une forme de politesse, c'est pas du tout. Ça, c'est des personnes qui sont pas à l'aise, qui ont ce sentiment d'infériorité, qui osent pas, tu vois. C'est aussi signe de manque de confiance. Donc, en gros, il y a beaucoup de signes de manque de confiance, des personnes qui sont perfectionnistes aussi, tu vois, ceux qui veulent toujours pas montrer leur échec pour que tout soit parfait, c'est aussi signe d'un manque de confiance, d'estime. Le fait de vouloir tout le temps être rassuré. Il y a des personnes, tu vois, qui ont toujours besoin qu'on leur dise, ah bah c'est bien fait, là, oui, ok, tu aurais pu, ou bien quand ils vont prendre des décisions, ils ont du mal à prendre des décisions, il faut toujours qu'ils se demandent à quelqu'un pour être rassuré. C'est aussi signe de manque de confiance. Les personnes aussi qui se justifient, tu vois, ça aussi, c'est des personnes qui sont toujours en train de se justifier, approuver, alors qu'on leur demande même pas de suite. Toujours à justifier, ah bah j'ai pas pu venir parce que ceci, ou là, bah non, je peux pas parce que cela. C'est ça. Hein, tu vois. Et Apprendre à dire non. Ouais. Non, c'est une phrase. Non est une phrase, c'est ce que j'entends. C'est difficile. Oser dire non, non, c'est pas facile. Difficile. Surtout si on est dans un driver, si on a quelqu'un, ces messages inconscients qui fait plaisir ou sois forte et non, tu assumes, tu portes, etc. Bah, ça peut être difficile en fait d'oser dire non. Alors que le fait que vous allez commencer à oser dire non, bah, vous allez respecter l'autre, mais vous allez vous respecter dans le sens où vous allez vous mettre des limites. C'est-à-dire que le non, il nous permet de mettre une barrière, une limite pour soi, mais une limite pour l'autre. C'est-à-dire que, voilà, de comprendre qu'on ne peut pas toujours satisfaire l'autre, ça sera pas possible parce qu'on ne peut pas jamais satisfaire. L'être humain, il est complexe. Ouais. Et en plus, on ne sera jamais dans la satisfaction à 100% de l'autre. C'est pas possible. J'allais dire, mais ça peut même aider les gens à arrêter des choses qui doivent être arrêtées, tout simplement. Parfait. Parce que si tu commences, toi, à dire non à quelque chose qui perdure depuis des siècles, qui n'a pas de sens, qui n'a plus de sens et qui, en plus, est mauvais pour la santé ou pour la joie, tout à fait. Ça permet aux gens de peut-être commencer à prendre conscience. Je pense à ça parce qu'il y a quelqu'un sur Facebook qui a parlé d'une… Il était allé en Chine il y a très longtemps et il racontait des coutumes chinoises entre hommes et il paraît qu'ils devaient boire de l'alcool comme les Chinois. Ils devaient boire aussi en même temps qu'eux et la même quantité qu'eux. Et que si tu ne faisais pas ça, tu étais viré. Ouais. Et les gens, pour pouvoir rester dans le cercle, ils faisaient tout comme on leur demandait, tu vois. Je veux dire, donc ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Pour être dans le groupe, comme on a un instinct grégaire, on ne veut pas sortir du groupe. Moi, j'ai vécu ça aussi dans ma famille. On a peur d'être rejeté et on fait comme les autres, justement pour entrer, pour rester dans le cercle. Alors que parfois, on devrait juste dire non, ça ne me convient pas. Ouais, c'est dur. C'est dur. Je sais. Quand il y a des automatismes et quand on a appris un chemin, un conditionnement, bah, ça devient automatique. Donc, ça peut être difficile de prendre conscience déjà que c'est pas bon pour soi. Tu vois, déjà. Et effectivement, on va, pour rentrer dans dans le groupe, pour pas être rejeté. En fait, une des plus grosses peurs de l'humain, c'est quoi? De plus être aimé et d'être rejeté. Exact. Donc, c'est ça. Donc, c'est nos réflexes, comme tu as dit. Hein, c'est naturel, mais c'est de déprogrammer ça. Et c'est possible. Donc, déjà, quand on prend conscience des choses, le fait de conscientiser que ça ne me convient plus, que là, je suis dépassé ma limite et j'en peux plus, etc., je suis plus alignée, bah déjà, c'est le premier signe, c'est déjà le début du changement, comme je dis. La prise de conscience permet déjà de changer. Après, bien sûr, d'être aidé, etc., mais effectivement, on va, des fois, au détriment de soi, faire des choses à contre-cœur pour plaire à l'autre, pour avoir peur du jugement de l'autre. Et c'est souvent ça, quand tu as pas d'estime, tu n'as pas confiance en toi, en général, c'est que on a peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être jugé, alors que de toute façon, on ne pourra jamais satisfaire l'humain, comme je disais. Il y aura toujours des personnes qui ne seront jamais satisfaites. Tu peux leur faire tout ce que tu veux. Moi, je le vois même dans mon cadre familial, etc. Il y a toujours des critiques. Surtout si c'est une personne qui est négative, qui elle-même qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours dans une posture victime. Tu peux faire ce que tu veux tant qu'elle n'a pas travaillé sur soi. Donc voilà. Donc arrêtons vraiment de vouloir toujours plaire à l'autre, c'est de trouver l'équilibre qui est bon pour soi, en fait. C'est-à-dire, c'est bien d'aider, c'est bien, mais à un moment donné, on ne peut pas être sauveur. Déjà, il faut sortir de cette casquette de sauveur, cette posture de sauveur, et de se dire que voilà, qu'est-ce qui est bon pour l'autre, pour que ça soit aidant pour l'autre, comme tu as dit, mais aussi aidant pour moi. Donc, c'est vraiment de trouver ce qui va te permettre de sortir de ce système, de ce réflexe, et d'avoir une réponse plus éclairée, une réponse qui soit en lien avec ce que tu veux et ce que tu es, en fait, de ne pas t'oublier. Moi, je sais que je travaille beaucoup sur ça parce que c'est aussi une mission d'âme. Ça, c'est vraiment parce que je suis quelqu'un par ma différence.
Et là, je le vois, plus j'avance dans mes process, plus j'avance aussi dans les personnes que j'accompagne, je suis tout souvent sur les personnes atypiques. J'avais beaucoup accompagné les personnes atypiques, enfants, adultes, ceux qui sont différents, hein, tu vois, qui sont hypersensibles, qui ont des atypies, et voilà, qui ont un fonctionnement assez particulier. Et j'ai remarqué que je suis beaucoup dans ça, être soi. Je suis beaucoup dans ces messages, être aligné, être soi. Pourquoi? Parce que ça revient à moi. J'ai eu ce process, voilà, ces dernières années, où j'écoutais, tu vois, je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. Je suis quelqu'un qui aime bien me différencier des autres. Mais pourquoi? Parce que mon âme veut aller vers quelque chose qui est soi, en fait. Donc, j'ai été tellement conditionnée par les programmations familiaux, par les conditionnements, le faire plaisir, l'autre, voilà, que petit à petit, j'ai commencé à casser ça. Et maintenant, ça plaît ou ça plaît pas, que ce soit ma mère, mon père, mon frère, je fais ce qui est bon pour moi. Et ça, c'est important. Même, tu vois, même dans ma relation de couple, j'aime bien dire ce que j'ai envie de dire. Pourquoi? Pour pas m'oublier. Parce que j'ai été beaucoup oubliée étant petite, après ado, après jeune adulte. Et j'ai cassé ça, en fait. Mais c'est en faisant ce travail-là. Et je vous invite vraiment, c'est possible. C'est possible de retirer, on est beaucoup aussi dans les étiquettes. On a été aussi conditionné par des étiquettes. On nous met des adjectifs, malheureusement, hein, tu vois, dans la famille. Elle, c'est la sérieuse, elle, c'est la calme, etc. Exact. On identifie ces étiquettes à notre identité. Et moi, il y avait beaucoup de ça. Et donc là, j'amène les gens souvent, je leur dis et je vous dis, posez-vous la question, là, c'est un exercice. Quelles sont les étiquettes qu'on me met depuis que je suis petite? Qu'est-ce qu'on dit de moi, en fait? Que ce soit mes parents, mes frères, la famille élargie, tante, oncle. Qu'est-ce qu'on me disait de moi à l'école? On me nommait comment? C'était par exemple les éducateurs. Quels sont les 3 adjectifs qui revenaient souvent par les enseignants? Tu vois, moi, j'étais pipelette, bavarde. J'étais la bavarde. Après, c'était des fois la bosseuse, parce que voilà, je m'accrochais. Mais derrière, voilà, bon, il y avait plusieurs trucs, mais c'est quelle est l'étiquette, quelle est la phrase qu'on dit, voilà, les choses, quoi. Alors que voilà, qu'est-ce que je dois être et qu'est-ce que je dois faire? Souvent, les étiquettes, elles sont beaucoup ça. Tu dois être comme ça et tu dois faire comme ça. Non, c'est possible. Mais pour ça, il faut déjà identifier. Donc, faites-le par écrit, essayez vraiment de voir, parce qu'on fonctionne tous par des étiquettes. Hein, tous, qu'on veuille ou pas, on met des caractéristiques, alors qu'on n'est pas qu'un adjectif, on est plusieurs choses. On a plusieurs facettes de nous, en plus qu'on découvre au fur et à mesure de la vie. Quand on avance dans notre parcours, on va voir, ah bah là, je savais pas que j'étais patiente. Ah bah là, je vois que je suis pervers. Tu vois, on a voilà cette capacité de se découvrir tout le temps, en fait. Donc, quelqu'un qui dit moi je me connais, c'est pas vrai. Quelqu'un qui dit je me connais par cœur, c'est qu'il n'a pas fait son process et qu'il n'a rien compris, parce que on apprend à se connaître dans la vie, sur les épreuves de la vie, les obstacles. Tu vas découvrir des facettes de toi que tu ne connaissais pas. Donc, voilà, ça c'est important de le dire, ça. Donc voilà. On peut toujours enrichir sa palette, ça c'est sûr. Tout à fait. Et d'émotions aussi. Aussi, tout à fait. Tu vois, quand tu dis palette, je pense émotion, créativité. Ouais. Non, mais c'est très chouette. Et ouais, moi, en tout cas, je pense beaucoup à ça, surtout parce que moi, je me raccroche toujours à la santé. Je me dis, pour faire des prises de conscience, malheureusement, parfois, les gens attendent d'avoir un problème de santé. Et moi, j'aimerais tellement, mais ce n'est pas toujours possible, que les gens n'attendent pas d'avoir un problème de santé pour commencer à réfléchir. Ouais. Et malheureusement, c'est quand on commence à avoir un problème de santé, de burn-out, de fatigue, de machin, qu'on se dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis brûlée, pourquoi je suis épuisée, etc. Et ça ramène à tout ce qu'on a dit avant. Tout à fait, et on attend toujours, effectivement, le déclencheur lorsqu'on est au plus bas pour pouvoir travailler. Alors qu'on peut faire de la prévention, comme tu as pu le dire, et que tu fais, hein, c'est ce que tu partages aussi dans tes réseaux, c'est vraiment se dire, en plus, pour la santé mentale, l'OMS dit il n'y a pas de santé, donc l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, elle dit il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est-à-dire la santé mentale, c'est d'équilibrer nos ressources externes, c'est ça. interne, d'équilibrer tout, psychique, émotionnel, comportemental, psychologique. Donc, on a besoin de ça, en fait, pour avancer de façon, voilà, pour être en bonne santé, pour accéder à ce bonheur. C'est tout pour accéder au bonheur, hein, ça faut le dire, ce qui est. Donc, ça passe forcément par la santé. Et la santé ne s'arrête pas qu'à la santé physique. Il y a aussi ce mental, et on l'a vu là depuis ces dernières années. Ça va, nous les psy, on a eu pas mal de patients, mais c'est pas dans ce contexte-là qu'on aurait aimé, tu vois. Mais malheureusement, il a fallu qu'il y ait des déclencheurs. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient beaucoup en souffrance. Par exemple, si on part sur il y a 2 ans là, sur le Covid, ça a remonté plein de choses à la surface des gens, beaucoup de stress, d'angoisse. Alors c'était des personnes lambda qui n'avaient jamais angoissé et tout a explosé. Pourquoi? Parce que
tout remonter à la surface, des choses inconscientes. Donc, la santé, elle est importante. Lorsqu'on n'a plus de santé, ben, on n'a rien fait. On n'a plus d'énergie, on ne peut rien faire sans notre santé. Donc, ça, c'est vraiment important. Et franchement, je te remercie de partager tout ce que tu partages parce qu'on a besoin. Mais voilà, moi, je suis beaucoup aussi de travail à l'intérieur, l'introspection et de préserver son psychisme, se préserver en fait, prendre soin de soi, se préserver dans sa personne, dans son intégrité. Voilà, tout ça est important. Et c'est important qu'on en parle en fait, qu'on fasse les choses. Là, pour te dire, je fais partie aussi d'une association de prévention santé de médecins qui ont créé cette association et on intervient dans les écoles, on intervient sur un volet aussi même un peu orientation pour aider les jeunes à s'orienter sur ces métiers de la santé ou du paramédical. Oui. Et on fait aussi beaucoup de prévention santé. Et on voit que souvent, quand on fait des conférences, il n'y a pas forcément du monde. Des gens attendent, tu vois, c'est pas souvent une priorité pour eux, j'ai remarqué. Mais voilà, faut faire. Et moi, je vous inviterai vraiment tous à aller vous intéresser. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées gratuitement, que ce soit en ligne, mais aussi même physique, en présentiel, de rencontrer des médecins, rencontrer des professionnels qui vous donnent, qui partagent des astuces, des conseils pour aller bien. Et voilà, c'est gratuit. Donc, excuse de dire j'ai pas d'argent, non, on a toujours des excuses inconscientes de dire j'ai pas le temps, je suis pas organisée, j'ai pas d'argent, alors que tu peux le trouver. Mais c'est parce qu'on ne sait pas prioriser en fait. On ne sait pas ce qui est important pour soi. Donc, c'est d'apprendre, le message que je donnerai aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à vous prioriser, à vous estimer, à vous donner de la valeur. Voilà, comment vous vous voyez en tant que personne, parce que c'est ça l'estime de soi, c'est comment je me vois dans la valeur en tant qu'individu, est-ce que je m'estime à ma juste valeur, quelle est la représentation que j'ai, comment la valeur que je m'accorde, tout ça, c'est en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire prendre soin de sa santé, prendre soin de soi, prendre soin aussi des personnes qui peuvent être parasites pour nous, donc mettre ses limites, parce que c'est ce qui va préserver aussi notre santé mentale, tu vois, et tout ce qui va avec, bien sûr. Tant de choses. Ouais, voilà, je me suis dit, j'ai peut-être trop parlé. Non, mais c'est bien, au moins comme ça, si quelqu'un… c'est un thème, on parlerait des heures et des heures. Mais oui, parce que c'est vaste, je veux dire, c'est très, très vaste. Après, ça peut devenir hyper simple. Quand tu as compris, tu dis, mais finalement, j'ai moins de choses à faire. J'ai moins de choses à faire, finalement. Tout à fait. On se met une pression, des fois pour rien, alors que les choses simples, en fait, on pense, et ça, c'est bien ce que tu dis, Nadège, on pense que c'est le compliqué qui va être efficace. Alors, pas du tout. C'est la simplicité, même que ce soit même des méthodes. Hein. Tu vois, moi, j'ai mis aussi en place une méthode. J'ai dit, c'est la simplicité qui permet d'avoir de l'efficacité. Donc, voilà, simple, autorisez-vous. C'est vrai que les choses simples, elles sont bonnes. Des fois, c'est quand on va se compliquer la tête avec tous les nœuds. C'est l'humain complexe, la complexité d'humain. Ouais. Bon, en tout cas, je sais que tu as beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc peut-être qu'on va s'arrêter. Et c'était déjà très riche. Je pense qu'en réécoutant, là, je vais entendre plein de choses. J'aurai peut-être d'autres questions à te poser après, mais voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous et les personnes sur ma chaîne de Réussir en beauté. J'espère qu'elles vont entendre la richesse de ce que tu as partagé. Et je te laisse, puisque je te tutoie là, je te laisse regarder en description tous les liens que je mettrai donc sur Ilham pour que tu puisses aller voir ce qu'elle fait, si tu veux la contacter, etc. Et encore merci Ilham de nous avoir rejoints ici. C'est un plaisir de partager avec toi aujourd'hui et avec vous aussi. Et je te souhaite une très belle fin de journée et beaucoup de joie. Merci. Au revoir. Merci, bye bye.